Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics, nouvelle aventure dans Méditerranée à bord du porte-avions Charles de Gaulle. J'ai tellement de chance, j'ai vraiment hâte de commencer l'épisode pour vous montrer tout ça. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs exercices militaires qui permettent d'entraîner les équipages du porte-avions, mais pas seulement, aussi les équipages des autres bâtiments qui composent le groupe aéronaval, puisque le porte-avions ne se déplace jamais seul. Vous allez voir que ce groupe aéronaval, c'est une arme redoutable sur le plan militaire et stratégique, mais aussi sur le plan politique et diplomatique. Allez, c'est parti! On recense presque 200 pays aujourd'hui sur notre planète, mais seuls 6 d'entre eux ont fait le choix de s'équiper de porte-avions. Le Brésil, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et la France en possèdent chacun au moins un. On va voir en détail dans cet épisode quelle est la finalité de cet outil. En gros, pourquoi est-ce qu'il est utilisé et quels avantages est-ce que cela confère à son pays. Pour pouvoir mener à bien ses missions et en toute sécurité, le porte-avions ne se déplace jamais seul. Il est escorté par d'autres navires qui composent tous ensemble ce que l'on appelle le groupe aéronaval, le GAN. Alors qu'en 2018, le porte-avions Charles de Gaulle était en maintenance pour des mises à jour sur le plan notamment de la cybersécurité, il a été déployé en 2019 en Méditerranée orientale afin de participer pour la 4e fois à la lutte contre le terrorisme. Le GAN a ensuite réalisé des exercices au nord et à l'est de l'océan Indien. Ces exercices avaient 2 objectifs. Premièrement, renforcer les liens entre la France et d'autres pays partenaires. Soit en faisant travailler par exemple le GAN français conjointement avec un groupe aéronaval indien ou bien américain, soit en intégrant au sein du GAN français un navire australien, danois ou encore japonais. Le deuxième objectif du déploiement de 2019 dans l'océan Indien était plus d'ordre politique. La mer de Chine méridionale étant actuellement un lieu de forte tension dû au fait que plusieurs pays revendiquent certaines zones de cette mer, la France a voulu réaffirmer son désir de voir assurer la libre circulation de navigation dans la région. Début 2020, le GAN est parti à nouveau prêter main forte à la lutte contre le terrorisme en Méditerranée orientale, et il réalisera par la suite des exercices dans l'Atlantique Nord avec plusieurs pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce. J'ai pu monter à bord du Charles de Gaulle pendant 6 jours, quelques semaines avant son déploiement en 2020, et avant de rejoindre en mer ce colosse flottant, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité en 2019 et pour tous vos retours. L'année a été très riche. La Guyane m'a permis de traiter différents sujets de sécurité et de défense en débordant un peu sur le thème de l'aérospatiale, sur les conditions de vie des populations autochtones ou bien encore sur la lutte contre des trafics. L'archipel du Svalbard a été l'occasion de s'ouvrir par la suite au sujet des ressources et aux aspects stratégiques du passage du Nord-Est, avant de clôturer l'année en beauté avec le passage des 100 000 abonnés et le tournage de l'épisode que vous vous apprêtez à regarder. 2020 s'annonce tout aussi riche avec de nouvelles aventures géopolitiques qui s'axeront sur d'autres thématiques et dans d'autres zones géographiques. En plus de ces épisodes, je bosse avec un scénariste et un dessinateur sur une BD Mister Geopolitics qui permettra de mieux comprendre notre planète au travers d'une fiction. Vers octobre, je sors un jeu d'apéro qui sera l'occasion de tester vos connaissances en vous amusant entre potes ou bien en famille, et je dois aussi rendre dans quelques mois le manuscrit d'un 2e livre de géopolitique qui sera un peu différent du premier. Bref, plein de projets grâce à votre soutien, alors pour ne pas louper une miette de tout ça, je vous invite à me retrouver dès maintenant sur Instagram, c'est là que je communique le plus et c'est là que vous pourrez avoir en avant-première des stories sur les tournages à venir. Deuxième annonce, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'ai sorti une plateforme de documentaires où vous pouvez retrouver plus de 100 heures de documentaires géopolitiques. Cette plateforme s'appelle Mister Geopolitics TV et pour la sortie de cette vidéo sur le porte-avions, Alchimie, la société qui détient les droits, m'a donné accès à 3 nouveaux documentaires, 2 qui traitent du Charles de Gaulle et de son équipage, et 1 sur les sous-marins nucléaires. Ils sont à présent dispo, et c'est plus de 2h30 de contenu supplémentaire, le lien est dans la description. Comme d'habitude, je ne suis pas rémunéré par l'armée pour ce genre de vidéo. J'ai été accueilli à bord comme n'importe quel journaliste. En revanche, pour la première fois, la marine a visionné l'épisode avant sa publication sur ma chaîne, pour s'assurer que je n'avais pas oublié de flouter certains éléments de secret défense. Ce qui nous amène à la dernière annonce. Si vous êtes lycéen, étudiant ou que vous avez un proche qui cherche à faire des études dans le domaine des relations internationales, sachez que cet épisode est sponsorisé par l'ILERI, l'Institut libre d'études des relations internationales. Fondée en 1948, c'est une école qui se trouve à Paris-La Défense et qui propose des formations du bac à bac+5 avec des cours sur les sciences politiques, la géopolitique, le droit international, l'économie internationale ou encore les langues étrangères.
J'ai pu animer 8 heures de séminaire à l'ILERI ce dernier semestre, dont une partie portait sur les fake news. Et vraiment, après avoir pu discuter avec des étudiants, après avoir vu l'ambiance sur le campus et rencontré certains profs, je vous recommande clairement de jeter un œil à leur site web en description si vous êtes intéressé. C'est une école qui a une histoire, avec notamment des anciens présidents de l'ILERI prestigieux, comme un ancien prix Nobel de la paix et signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou bien encore un ancien Premier ministre. Au niveau des débouchés, les diplômés de l'ILERI travaillent dans les domaines de la défense, de l'intelligence économique, de la diplomatie, dans la gestion de risques et dans les risques pays, dans le domaine de la sûreté et de la cybersécurité, et enfin dans l'éducation, la justice ou encore le journalisme. Bon allez, filez prendre vos affaires, l'hélico arrive bientôt et il ne va pas nous attendre très longtemps. D'autant qu'il faudra qu'on s'équipe de combinaisons étanches avant de pouvoir monter à bord. Ah, j'en reviens toujours pas. Je sens qu'on va en prendre plein les yeux. Alors que l'aéronef nous tirait vers le large, en direction de l'horizon, j'essayais de distinguer au loin quelques navires qui faisaient route au milieu des vagues. Ils se faisaient de plus en plus rares au fur et à mesure que nous avancions dans cette gigantesque étendue d'eau salée. Le bruit du rotor accompagnait notre avancée et m'a paru étrangement familier. Il m'a replongé dans mes souvenirs du 14 juillet dernier, où j'ai eu la grande chance d'être convié avec les youtubeurs Doc7 et Julien Fabreau pour participer au défilé depuis les airs. Je me suis remémoré cette nuée d'hélicoptères qui se suivaient à la seconde près, jusqu'à la Défense, pour pouvoir entamer les 40 secondes de gloire en descendant les Champs-Élysées depuis les hauteurs. Quel moment incroyable! Mais voilà qu'une silhouette rectangulaire à l'horizon m'arrache de ses souvenirs. Après plus de 40 minutes de vol, je découvre pour la première fois de ma vie celui que l'on appelle le Charles. Bon sang, je crois que sur une vie entière, on n'est touché que quelques fois par de rares moments de grâce, comme celui-là. Le Charles de Gaulle doit être impressionnant de gigantisme lorsqu'il se trouve à quai, entouré d'objets et de véhicules qui nous rappellent sa démesure. Je dois avouer qu'après ce vol où j'ai pu observer le vide absolu de la mer et prendre conscience des distances immenses de ce milieu marin, ce grand colosse en métal m'a paru étrangement petit. Je fais mes premiers pas sur le pont et dans les couloirs du Charles, encore bouleversé par cette arrivée magistrale. Pendant que l'on se déséquipe, que l'on se présente à l'équipage et que je pose mes affaires en cabine, il est temps de faire une petite présentation de cette ville ambulante dans laquelle on va passer ces prochains jours. Bonjour. Grossièrement, le Charles de Gaulle, c'est une boîte de 260 mètres de long. À la cave, on trouve 2 réacteurs nucléaires, sur le toit, il y a un aéroport, et entre les deux, un stock de munitions, un dépôt de carburant, des hangars, des cuisines, ainsi que 2000 personnes qui bossent conjointement pour faire marcher tout ça. Mais dans quelle finalité ? Les personnes que l'on va pouvoir rencontrer à bord vont nous en parler en détail, mais schématiquement, un groupe aéronaval permet 3 choses. Premièrement, il confère au pays le pouvoir de savoir ce qu'il se passe dans telle ou telle région du monde. En se rendant sur place et en utilisant les outils à bord, il permet de collecter des preuves précises d'une situation sans avoir besoin d'être dépendant d'autres pays, avec qui il aurait eu besoin de négocier pour obtenir cette information. Deuxièmement, une fois que le pays est renseigné, il peut éventuellement dissuader un acteur d'agir de telle ou telle manière, dans le cas où cela ne servirait pas les intérêts du pays en question.
Et enfin, troisièmement, en cas de besoin, il peut intervenir militairement. Dans le cas de la France, lorsqu'elle a décidé de lutter activement contre l'État islamique fin 2015, elle a répondu à l'appel de l'Irak pour mener conjointement une opération. La France pouvait donc compter à partir de ce moment-là sur quelques bases irakiennes pour y acheminer des forces armées. L'opération aurait pu s'arrêter à ce niveau-là, mais le fait de posséder un groupe aéronaval et de l'acheminer en Méditerranée orientale a permis à la France d'avoir encore plus de pouvoir, en obtenant des informations supplémentaires et en pouvant décupler ses forces aériennes si besoin. Au travers de cet exemple, on se rend compte qu'un groupe aéronaval est un outil qui permet de ne pas subir une situation, de ne pas subir des événements. Les pays qui ont cet outil peuvent l'utiliser pour tenter d'orienter le cours des choses vers une direction qui sera plus profitable pour eux. Il existe bien évidemment d'autres outils pour arriver à cela, mais il est difficile de nier l'efficacité et l'atout extraordinaire que confère un groupe aéronaval. C'est pour avoir cet avantage stratégique-là que la Russie, l'Inde, le Brésil et la France ont fait le choix d'acquérir un porte-avions. La Chine vient de mettre son deuxième à l'eau, tandis que les États-Unis en possèdent 10. Ça fait quasiment un siècle, enfin plus d'un siècle qu'on met en œuvre des avions à partir de bateaux, pour une raison évidente, qui est celle de la liberté d'action que ça produit. Avoir une sorte de base pour aéronefs, avions, hélicoptères, qui peut se déplacer là où on le veut, c'est une supériorité extraordinaire. Ça permet d'avoir un effet de surprise et puis, encore une fois, cette liberté de manœuvre. Enfin, le fait de pouvoir la déplacer, de déplacer cette base permet également d'envoyer un signal qui est fort. Et de moduler ce signal en fonction de la proximité de la base elle-même, donc du porte-avions, avec les points qu'on vise, les points stratégiques qu'on vise. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Il y a plusieurs types de porte-aéronefs, je ne reviendrai pas dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 nations au monde qui mettent en œuvre un porte-avions tel que le Charles de Gaulle, avec donc une capacité de catapulte, donc une énergie qui est fournie par le bateau pour aider l'avion à décoller, et puis un brin d'arrêt qui permet de freiner l'avion au moment où il se pose sur le porte-avions. Et cette combinaison de technologies confère donc aux avions une allonge bien supérieure à un avion qui est obligé de puiser sur sa propre énergie pour pouvoir décoller et ensuite pour se reposer. Et ne compter que sur sa propre énergie, qui va consommer beaucoup de son carburant et par conséquent réduire sa capacité d'emport. Emport en matière de munitions, mais aussi emport en matière de charge utile. On parle de charge utile quand on parle de pod, donc de nacelles qui permettent d'aller prendre des photos, faire des enregistrements. C'est un bateau qui est très atypique parce que d'abord très gros bateau, gros déplacement. C'est un bateau qui fait 40 000 tonnes, plus de 40 000 tonnes, ce qui est le double de son bateau juste en dessous, plus petit dans la marine, donc qui est à 20 000 tonnes. Bateau qui a un très gros tirant d'eau, 10 mètres de tirant d'eau, un immeuble de 3 étages sous le niveau de la mer. Un bateau qui doit aller vite parce que pour aller vite il faut pouvoir avoir le vent suffisant sur le pont. Tout ça fait que c'est un bateau assez atypique. Pas forcément simple à manœuvrer parce que compte tenu de son déplacement, énormément d'inertie. On utilise souvent l'image d'un semi-remorque sur la glace, tellement son inertie est grande, que ce soit latéralement, longitudinalement, en giration, ça part en dérapage. Et pour mettre en œuvre notre aviation, on est obligé d'avoir le vent le plus adapté aux conditions de mise en œuvre, qui sont des conditions très exigeantes. Donc on est en permanence en train de chercher les veines de vent les plus adaptées à ces contraintes de mise en œuvre. Écoutez, vous avez vu, le porte-avions, c'est un bateau un peu hors du commun. C'est un bateau exceptionnel dont la mission, c'est de mettre en œuvre de l'aviation de combat, donc 30 Rafales, depuis un bateau. Et donc pour ça, ça s'appuie sur un équipage. Pour coordonner cet équipage, il faut arriver à coordonner tout un corps de métier, tout un tas de corps de métier qui vont du nucléaire à l'aéronautique, en passant par tous les services qui sont nécessaires au fonctionnement d'une ville de 2000 personnes. On a un hôpital que vous avez peut-être visité, on a une boulangerie, des cuisines, on a un service qui fait la police à bord, la discipline. Donc on coordonne l'action de toute cette ville, mais avec le quartz du bateau, c'est l'activité aérienne, c'est la mise en œuvre de l'aviation de combat, de catapulter des avions à la minute près, à la seconde près, et de les ramasser également à la seconde près. Les acteurs qui se trouvent en bout de chaîne pour réaliser les missions du porte-avions sont donc les pilotes, qui s'élancent dans les airs à bord de leurs engins métallisés. Ce qui m'a profondément marqué les premiers jours à bord, c'est que ce travail-là ne serait pas possible sans le travail de toute la chaîne. L'avion ne peut pas décoller sans l'aide des chiens jaunes qui gèrent les déplacements d'avion. Il ne pourrait pas non plus décoller sans les réparations faites par les mécaniciens avioniques, qui n'auraient pas pu manger sans les cuistots et qui eux-mêmes n'auraient pas pu se mettre au fourneau si quelqu'un ne s'était pas occupé de la logistique. Et ainsi de suite. Le porte-avions m'est alors apparu comme une sorte de mini-société où tout le monde dépend de tout le monde pour pouvoir fonctionner correctement.
Globalement, c'est une machine qui est trop compliquée pour être maîtrisée par un seul homme. Donc c'est une échelle d'exercice de son métier qui dépasse toutes celles que j'ai connues jusqu'à présent. L'action est collective, c'est tellement compliqué, il y a tellement de domaines à couvrir que ça repose sur l'implication à tous les niveaux de chaque marin, et chaque marin a son rôle pour faire fonctionner ce bateau. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais en même temps qui nous fédère et qui nous rend très forts pour faire des choses très compliquées tous les jours. Le concept d'un bateau et de la marine en général, c'est opérer loin, longtemps et être capable de durer, vraiment capable de durer, en sécurité. Donc le défi, il est... si je catapulte mes avions, je suis capable de les ramasser, c'est-à-dire les faire apponter à bord en toute sécurité. C'est que tous mes brins d'arrêt fonctionnent bien, toute ma chaîne d'aviation fonctionne bien. Tout procède du fait que chaque chaîne fonctionnelle, on appelle ça comme ça, donc ceux qui mettent en œuvre les catapultes, ceux qui mettent en œuvre les ascenseurs aviation, chaque chaîne à bord, jusqu'à la personne qui lave mon linge, est importante. C'est une mécanique qui est en permanence en train d'être ajustée. C'est tout le boulot de la chaîne de commandement. Ça ronronne, parce qu'on est en permanence en train de tuner, en train d'ajuster l'énergie de l'un, le temps de récupération de l'autre, la formation de l'un, l'efficience de l'autre. Et ça, c'est ça qui est passionnant dans notre boulot, c'est d'arriver à faire en sorte que cet outil qui est, moi je trouve encore, pourtant je le connais bien, je le trouve encore extraordinaire, est encore plus performant. Les pilotes de Rafale Marine à bord se font un dernier brief avant d'être catapultés du bateau d'ici quelques minutes pour un nouvel entraînement. Ils m'ont autorisé à y assister, même si j'avoue avoir eu du mal à comprendre ce qu'ils s'y disaient. Oui. Ta position de fighting à l'extérieur, tu m'annonces ton vent quand c'est bon. Et ensuite on est parti pour transiter à 500 pieds, 350 nœuds en direction des Pyrénées. Puis ensuite j'accélérerai à 420 nœuds, tu restes en fighting mode pendant tout le vol. D'accord ? Alors qu'ils sont dans leurs ultimes préparatifs et que l'heure tourne, j'en profite pour demander plus de précisions sur ce que l'on appelle le groupe aérien embarqué. Le groupe aérien, ce sont les avions qui volent à bord du porte-avions. Donc des avions de chasse, des avions de guet aérien, donc des avions radars, des gros avions à hélice et des hélicoptères. Voilà. C'est entre 25 et 30 aéronefs qui sont déployés sur le porte-avions dès qu'il est en mer. Et ça fait à peu près 500 personnes entre les flottilles, les détachements et les renforts. La première des missions, c'est la dissuasion nucléaire. Donc le Rafale emmène un missile nucléaire et donc c'est la première des missions, puisque la dissuasion, c'est la présidence qui exige que nous soyons aptes à cette mission en tout temps, en tout lieu. Pour faire ça, il y a des avions Rafale évidemment, qui sont protégés par d'autres avions Rafale, qui sont escortés, surveillés par un avion radar et soutenus éventuellement par des frégates, des sous-marins. Voilà. Après, il y a d'autres missions qui sont des missions de défense. Quand on met un groupe aéronaval, des bateaux, des avions à la mer, il faut pouvoir les protéger, bien évidemment, contre d'éventuelles menaces, qu'elles viennent de dessous la mer, de sur la mer ou de dans les airs. Et donc pour ça, on utilise de la même manière les avions, les mêmes types d'avions, mais dans un environnement différent, avec un armement différent. Après, vous avez ce qu'on appelle la maîtrise des espaces aéromaritimes. Alors ça fait très riche comme ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous vous déployez avec un groupe aéronaval en océan Indien, il faut d'abord comprendre votre environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Et ensuite, une fois que vous l'avez compris, vous récoltez du renseignement qui soit optronique, donc avec des caméras, des images infrarouges visibles, ou électromagnétiques, donc des ondes radar, des ondes électromagnétiques, des transmissions qui nous entourent, on récupère tout ça, on analyse. Une fois qu'on a analysé ça, on commence à mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue et éventuellement les compétiteurs stratégiques ou les ennemis. C'est de comprendre comment ils bossent et comment nous on est capable de contrer éventuellement certaines de leurs actions. Voilà, ça c'est la maîtrise des espaces aéromaritimes. Et enfin, ce qui est un peu le plus connu, ça s'appelle la projection de puissance. Vous prenez des avions, vous mettez des bombes ou des missiles sous ces avions, vous faites un gros package, vous catapultez tout ça avec des avions qui surveillent aussi les avions radars et vous allez sur un objectif dans des pays, tous les pays actuellement d'arc de crise par exemple, et vous êtes capable d'aller projeter de la puissance, d'aller traiter des objectifs, comme on dit pudiquement, larguer des bombes, tirer des missiles pour aller produire des effets au sol. Voilà rapidement les missions. On fait aussi de la reconnaissance, on a des pods de photos, donc qu'on met sous l'avion, on prend en très haute altitude des photos très précises, on est de l'ordre de la dizaine de centimètres en termes de résolution, et on apporte du renseignement. L'idée étant, pour la France, d'avoir toujours cette capacité autonome d'appréciation de situation. On n'est pas inféodé à
certaines autres nations pour ce renseignement. On travaille avec eux, mais on est capable d'avoir une capacité autonome d'appréciation de la situation. Voilà. Ce renseignement, la photo en fait partie. Impact. Impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Impact sur bâbord. Impact sur bâbord. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui a été le plus impressionnant. Si c'est le fait d'avoir pu être si proche des avions lors de leur catapultage, si c'est le côté complètement improbable de voir s'élancer dans le ciel des monstres d'acier de 15 tonnes alors qu'on est perdu au milieu des mers avec 2 km d'eau sous les pieds, ou bien si c'est la coordination incroyable de tout l'équipage qui semble exécuter une chorégraphie. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'alors que les rafales marines s'envolaient avec une déconcertante facilité, je suis resté cloué au sol par un tel spectacle. Alors le porte-avions, on peut aller pour l'instant avec un standard tout Rafale à 30 aéronefs de type Rafale, 2 aéronefs type Hawkeye E2C, donc avion de guet aérien, et jusqu'à 3 ou 4 hélicoptères embarqués à bord du porte-avions. En période jour, on arrive à catapulter un avion toutes les 30 secondes, une pontée moyenne étant de 10 à 12 avions. Voilà, on est capable de mettre en œuvre en moins de 5 minutes une pontée et de la récupérer 2 jours entre 7 et 8 minutes et de nuit entre 10 et 12 minutes. L'immensité du ciel et des océans saute aux yeux quand il est question de reposer les avions sur le pont du Charles de Gaulle, en visant les brins d'arrêt qui se trouvent dans une zone grande comme un terrain de tennis. Contrairement aux Rafales destinées à ne se poser que sur la terre ferme, les Rafales marines sont renforcées au niveau du train d'atterrissage et sont équipées d'une crosse à l'arrière, ce qui leur permet techniquement d'encaisser ces conditions particulières. Les exercices de catapultage et d'appontage ont continué ainsi pendant plusieurs jours, m'offrant même au passage des moments que je n'aurais jamais cru voir ailleurs que dans des films. Entre les couleurs du ciel, les discussions avec l'équipage, les exercices, et même la rencontre fugace avec une habitante du coin, je ne pouvais pas être plus comblé. Et ce n'est pas parce que le soleil déclinait progressivement pour disparaître derrière l'immensité de l'horizon que les exercices s'arrêtaient pour autant. CCA, Seabolter.
Rafale Léa sur 19. Léa 19. Une heure du matin, je continue de dérocher les vidéos que j'ai pu tourner ces 5 premiers jours, bercés par le bruit des vagues qui se brisent sur la coque. Demain, dernière journée, et je vais la passer sur une frégate qui escorte le porte-avions. Je m'endors en me remémorant ce qui m'avait été dit la veille à propos du groupe aéronaval. Alors, le groupe aéronaval, c'est un groupe d'unités, de bateaux, d'avions et de sous-marins qui sont tournés autour du porte-avions. Et pour pouvoir mettre en œuvre les avions de manière libre, là où on a envie de les mettre en œuvre, on a toute une escorte qui est composée de bâtiments de surface, donc bâtiments qui vont être là pour surveiller ce qui se passe sous l'eau. On parle de frégates anti-sous-marines, de bâtiments qui vont faire de la lutte au-dessus de la surface, vérifier qu'on a sur l'eau que des personnes qu'on connaît, que des unités qu'on connaît, et quand on ne les connaît pas, savoir ce qu'elles sont. Et puis vérifier ce qui se passe dans une bulle, une espèce de cloche qui permet d'assurer la sécurité aérienne vis-à-vis d'une menace aérienne en l'air. Et on parle de frégates de défense aérienne. Pour compléter tout ça, on a un sous-marin qui va également regarder ce qui se passe sous l'eau. Et enfin, on a un pétrolier ravitailleur qui est là pour supporter, soutenir sur le plan logistique la force. Alors que je devais me rendre à l'embarquement pour rejoindre la frégate, j'ai découvert que le pétrolier ravitailleur était à côté de nous, justement en train d'approvisionner le porte-avions. Alors mon métier, c'est de récupérer tous les existants de tous les bateaux et les avions pour savoir leur taux de disponibilité pour la force. Et ensuite, je compile toutes ces informations-là et à partir de là, je vais commencer à faire venir les flux logistiques pour approvisionner et alimenter la force durant son déploiement. Ça va de la munition, des vivres, du kérosène, mais ça va aussi du soutien de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est vivre, mais aussi le soutien de l'homme, ça peut être aussi approvisionner du chocolat ou des bonbons pour le personnel pour son bien vivre durant le déploiement. En fin de compte, toute la difficulté, c'est de projeter le groupe aéronaval le plus loin possible et le plus longtemps. Et donc il va falloir effectivement anticiper tous ces besoins-là bien en amont. Pour tout ce qui est soutien de l'homme, on a des soutes suffisamment grandes pour pouvoir rester à la mer assez longtemps. Et puis si nos bateaux n'ont pas des soutes suffisamment grandes, on a un pétrolier ravitailleur qui nous suit tout le long du déploiement et qui lui a un stock prépositionné à bord qui nous permet d'avoir une sorte de magasin ambulant qui nous suit et qui nous permet de durer à la mer. La mer est particulièrement agitée aujourd'hui, et alors que le porte-avions est stabilisé pour permettre de catapulter et de ramasser des rafales même dans des conditions difficiles, la frégate, elle, ne dispose pas d'un tel système, ce qui a été l'occasion pour moi de découvrir la dextérité des pilotes. Après avoir eu droit à une visite à bord et après avoir pu échanger avec l'équipage, la frégate reçoit l'ordre de se rapprocher du porte-avions, que je ne distinguais plus à l'œil nu lors de mon arrivée. En fait, selon la situation tactique, selon sa mission du moment, selon le degré de danger qu'il estime autour de lui, eh bien, on peut imaginer que le groupe aéronaval va plus ou moins se resserrer autour du porte-avions. Plus la menace sera élevée, plus globalement on va resserrer les moyens pour protéger le porte-avions autour du porte-avions. En revanche, dans d'autres postures, plus il y a des coopérations internationales, à du recueil d'informations, à la maîtrise de crise, le GAN va s'étendre et un bateau comme l'Auvergne, comme une frégate multimission, va s'éloigner du porte-avions pour aller mener des actions peut-être plus autonomes de surveillance, de défense en amont, de recueil d'informations. Les missions de l'Auvergne sont multiples comme ses capacités. Pour lutter, qui est le terme qu'on emploie, avant de tirer des armes, de lancer des missiles, de tirer au canon, de lancer des torpilles, mais il faut savoir ce qu'il y a autour de nous. Donc la logique des matériels que nous avons à bord est bien celle-là. D'abord, maîtriser notre environnement, savoir ce qu'il y a autour de nous dans ces trois domaines, et ensuite disposer des moyens pour agir.
Donc si je pars du fond pour monter vers les airs, vers le fond pour détecter les sous-marins, le moyen usuellement utilisé est le sonar. Donc un appareil qui va balancer des ondes sonores, qui va attendre la réflexion contre une éventuelle cible, et détecter cette réflexion et donc donner une position. On a d'abord un sonar à l'avant qui est finalement fixé sous la coque, à l'avant de la coque, donc qu'on ne peut pas envoyer en profondeur, qui reste fixe, qui va permettre d'émettre du son dans l'eau et de détecter à certaines distances, suivant la météorologie, une menace sous-marine. Comme ce moyen est fixe sur le bâtiment et qu'on ne peut pas jouer avec son immersion, suivant les lois de la physique, ça ne va pas permettre finalement d'envoyer des rayons sonores dans toute la colonne d'eau, sous toute la profondeur. On a également un système à l'arrière, donc le système que vous voyez ici, le sonar remorqué, le sonar jaune, dans lequel on a également des transducteurs et pour lequel finalement on peut régler l'immersion. Donc on ouvre la porte sonar qui est sur l'arrière, on le sort et ensuite on file de la longueur et on le met à l'immersion qu'on décide. Cette immersion finalement elle va être assez technique à choisir puisqu'on a des météorologistes à bord qui vont évaluer la température de la mer et cette température de la mer va avoir un impact direct sur la propagation des rayons sous l'eau. Donc finalement suivant la zone où on va opérer, si c'est des eaux chaudes, si finalement on est plutôt dans des eaux froides, on va décider de la meilleure immersion, on va le mettre à cette immersion et ça va nous permettre de couvrir des zones que n'auront pas permis finalement le sonar à l'avant. Donc ça c'est les deux moyens fixes du bord qui sont maîtrisés par les équipes du bord. Ensuite, si jamais on voit qu'on ne peut pas détecter assez loin pour nous, on a également l'hélicoptère sur lequel on a un peu le même système que le sonar remorqué. Lui, il a un sonar trempé qui est à bord de l'hélicoptère. Donc on envoie l'hélicoptère à une certaine distance. Là, on estime qu'il pourrait y avoir une menace sous-marine. Il met son sonar et tout comme nous, il peut contrôler à quelle profondeur il le met. Donc voilà, c'est un troisième moyen qui permet finalement de détecter. En plus de ces trois moyens fixes, on a encore des moyens mobiles. On a des bouées, un peu comme pourraient l'avoir d'autres bâtiments qui ne sont pas spécialisés comme nous dans la lutte sous la mer. Donc si on a une information par l'hélicoptère qu'on a un sous-marin à une zone, il ne peut pas le suivre parce que son sonar est sous l'eau, et ben il peut larguer des bouées qui vont permettre d'avoir l'information par la bouée qui lui sont reportées ensuite à bord. Pour détecter sur la surface, le moyen principal est un radar. Donc ce radar, au-dessus de la surface, va utiliser lui l'énergie électromagnétique. Il va envoyer une onde, attendre qu'elle se réfléchisse, la recevoir et l'analyser pour déduire ce qui se trouve autour de nous. Et c'est le même radar, nous n'en avons qu'un, extrêmement puissant et sophistiqué, qui nous permet aussi de détecter les avions. On va utiliser également de la guerre électronique qui perçoit les signaux radars de ces aéronefs, de ces bateaux, qui les analyse et qui nous permettent de les goniométrer. Donc c'est de la triangulation, on utilise deux signaux radars de deux bateaux différents et ainsi on arrive à savoir où est le bateau qu'on cherche à détecter. Ça, c'est des outils que tous les bateaux ont, tous les bateaux de la Marine nationale ont. Quand on va travailler en force, on va y ajouter de la liaison de données tactiques et on va se partager toutes ces informations en temps réel et ainsi on va avoir sur le bateau les éléments que voit le bateau d'à côté. Ainsi, on peut étendre la portée de détection, la portée de traitement de l'information du porte-avions et de ses escorteurs. Avec tout cela, maintenant que l'on sait ce qu'il y a autour de nous, il y a un certain nombre de critères techniques, tactiques, de renseignements qui vont nous permettre d'évaluer le degré de menace que représentent les différentes choses que nous aurons détectées dans ces trois milieux. Et éventuellement, selon la mission qui nous est assignée, nous pourrons agir. Alors avec quoi agit-on? Sous l'eau, avec des torpilles, qui sont des espèces de missiles anti-sous-marins ou des mini-sous-marins en fait propulsés par une hélice avec une batterie électrique. Donc ça permet d'agir sous l'eau. Pour agir sur l'eau, le canon que vous apercevez derrière moi sur la plage avant, canon de 76 mm, et également des missiles qui sont derrière, les missiles mer-mer, qui sont, pour ceux qui ont lu un peu d'histoire des années 80, les héritiers des missiles Exocet qui avaient été utilisés au Medwin. Donc voilà les moyens principaux. Et pour lutter dans les airs, nous disposons de missiles anti-aériens qui s'appellent les Aster, qui sont eux aussi, là derrière moi, sur la plage avant, dans des lanceurs verticaux. Donc dans tout ce que je vous ai décrit là sur les missions de l'Auvergne, la frégate multimission, qu'elle soit seule ou qu'elle soit autour du porte-avions, je vous ai beaucoup parlé de protection. Donc protection un peu d'elle-même, malgré tout, et de protection du porte-avions. Mais le porte-avions, si on le protège, c'est bien pour qu'il fasse quelque chose, et notamment une des choses qu'il est capable de faire, ce qu'on appelle le haut du spectre du combat, c'est la projection de puissance, à l'aide de ces avions, des missiles dont ces avions sont équipés. L'Auvergne peut participer, peut coopérer à cette opération de projection de puissance par les missiles dont elle dispose, dont je ne vous avais pas parlé auparavant, qui sont les missiles de croisière navale, qui sont eux aussi plage avant, eux aussi dans des lanceurs verticaux, et que l'on peut tirer à une distance d'environ 1000 km avec une précision de l'ordre du mètre vers la Terre.
Donc ce sont bien des armes de projection de puissance de la mer vers la terre, en coordination, en complément des avions du porte-avions et donc du groupe aéronaval. Après ces 6 jours à bord, il est temps pour moi de repartir sur le continent, laissant les équipages en mer avant leur prochain déploiement au large de la Syrie. On se sent terriblement petit face à un tel dispositif. Tous ces moyens, tous ces hommes, toute cette énergie déployée pour offrir à un pays la capacité de maintenir sa puissance et d'orienter le monde vers une direction qui lui paraît plus favorable. Je repars avec en tête une meilleure compréhension de ces enjeux et de leur complexité, sans réaliser encore véritablement cette opportunité incroyable d'avoir pu approcher si près un outil stratégique au service de la diplomatie française. L'aventure continue tout de suite sur Instagram. Allez, on s'y retrouve et n'oubliez pas la playlist sur Mister Geopolitics TV si vous souhaitez du contenu supplémentaire sur ce même sujet. Merci pour votre fidélité et à très vite.